tabouret haut. J'invite d'ailleurs dans quelques minutes, je vais nommer les invités qui vont vous rejoindre. Bruno, vous pouvez également rejoindre Loïc. Donc troisième temps fort de cet après-midi, après effectivement le niveau très élevé macroéconomie, presque géopolitique économique que vous avez eu avec Bruno Parmentier. Après la belle modestie de Jean-Luc en tant que directeur du pôle Val-L'Oréal, qu'on ne présente plus bien évidemment ici sur 3 régions dans le Grand Ouest, puisque c'est désormais sa zone d'influence et d'intervention. Vous pouvez m'aider. Qui disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien? Rappelons-nous un peu nos cours de philo en terminale. Je crois que ça commençait par P. Platon, voilà. Donc vous voyez, vous pouvez dire cela. Vous pourrez citer Platon dans une prochaine présentation. Tout ce que je sais, je ne sais rien, puisque Jean-Luc vous le disiez, je ne suis pas un grand sachant, mais je suis un apprenant. Belle modestie, donc que tout le monde peut effectivement s'approprier. Donc table ronde, l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture en Bretagne. On va descendre encore d'un niveau désormais au niveau micro cette fois, mais le terme n'a rien d'insultant puisqu'il s'agit de voir ici, avec des acteurs, eh bien, comment la Bretagne, qui a été tout de même valorisée à travers l'intervention de Bruno, vous avez été saisis, mesdames et messieurs, vous avez su traverser des épreuves, vous avez su prendre des virages, vous saurez sans doute encore en prendre de nouveaux. On va le voir désormais, car lors de ma revue de presse, ai-je oublié de citer dans cette chaîne des différents maillons de la fourche à la fourchette, ai-je oublié de citer un élément des acteurs essentiels à vos yeux? Qui ai-je occulté, mesdames et messieurs? Et j'aurais pu trouver, j'ai plein d'exemples où ils se montrent dynamiques, ce sont bien sûr les industriels, les IAA. Alors j'invite tout de suite à me rejoindre Loïc Hénaf, président du directoire de Hénaf et président du réseau Produits en Bretagne, qu'on peut applaudir. Également André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Et enfin, au nom de la région, au nom de la présidence de la région Bretagne, son vice-président à l'agriculture et à l'agroalimentaire, Olivier Alain. Messieurs, je vous laisse vous installer. Alors, j'ai composé sur la foi des échanges nombreux et nourris, je vous en remercie encore, qui bien sûr ont présidé à cet après-midi, messieurs. Nous avons 45 minutes et il y aura encore un quart d'heure d'échange après vous avoir entendu, messieurs. J'ai voulu composer en croisant vos points de vue et vos expériences d'ailleurs sur les sujets qui occupent cet après-midi, articuler cela en 3 thèmes. Tout d'abord, des initiatives. Prenons des initiatives, oui, mais encore sous quelle forme? Ensuite, quel marché attaquer? De quoi rebondir, capitaliser, corriger effectivement les présentations qui ont pu être faites et par Bruno et par Jean-Luc. Et enfin, toujours dans cette réflexion commune, et le politique. Comment le politique va-t-il entendre des choses? Comment est-il à vos côtés? Comment est-il ou suiviste? Ou peut-il vous précéder également? Il y a également beaucoup de littérature sur le sujet. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, le 19 juin dernier, sur latribune.fr, donc en ligne, on pouvait lire ainsi une brève, un petit peu étayée, mais tout de même un format très court. La conserverie, je fais ici directement allusion à Hénaf, la conserverie célèbre pour ses pâtés lance Bigoud 2030 afin de se transformer. Résumé par un manifeste, la stratégie d'entreprise passe par une hausse significative de l'activité bio et de l'engagement de ses partenaires. Orientée depuis 4 ans dans une stratégie industrielle de diversification vers de nouveaux relais de croissance, l'entreprise s'est sentie aiguillonnée par la nécessité d'acter sa transformation de façon plus vigoureuse. Bien sûr, Loïc, vous allez nous en parler, sa stratégie Bigoud 2030, clin d'œil à vos origines bigoudaines, confirme ce tournant. Ce projet sur 10 ans, retenez déjà bien ici le timing, intègre la stratégie RSE, prend en compte l'enjeu écologique, le bien-être animal, la qualité des produits. La nouvelle signature du groupe, la Bretagne comme nature, entre guillemets, donne corps à cette transition fondée tout de même sur 5 piliers et pas seulement. Alors Loïc Hénaf, tout d'abord, dans ce contexte que je viens ici de rappeler, et que vous m'aviez d'ailleurs validé lorsque je vous l'avais lu, comment se place dans le contexte où on voit aujourd'hui la grande distribution qui semble donner le là? Voilà, qui des mousquetaires, qui de Carrefour, qui des autres acteurs, distributeurs, vendeurs, y va de son laïus, désormais nous nous engageons, plus de nitrate, plus d'additifs sur 500 produits, j'en passe et des meilleurs. Qui, entre la grande distribution, le consommateur qui a été effectivement ici signalé, pas pointé, voilà, qui peut d'ailleurs être contradictoire, mais qui manifeste, je veux savoir ce que je mange, je veux savoir quelle est l'empreinte carbone que le repas servi à mes enfants dans la cantine va laisser, et le plat que je vais acheter également. Donc entre l'influence sociétale, le politique qui y va aussi, qui pousse parce qu'il sent qu'il y a des enjeux pour lui, la grande distribution, je vous posais la question, dans ce contexte, voilà, est-ce que vous êtes bousculé par tout le monde, sous le feu, à la croisée de tous ces feux, d'ailleurs les tirs croisés de toutes ces influences? Comment vous placez-vous et comment Bigoud 2030, effectivement, eh bien, s'est-elle placée? Il s'agit tout de même d'une stratégie, donc ça ne vient pas du jour au lendemain. On vous écoute.
C'est une sacrée question que vous me posez là. Ce que je peux dire, c'est que le monde est devenu éminemment complexe et la liste des facteurs que vous avez énumérés le prouve. Ce que nous avons décidé de faire, c'était de nous replacer dans notre histoire, dans notre raison d'être, ce à quoi nous servons, et dans la chaîne de valeur, même si j'aime pas l'expression, dans la chaîne de valeur, à quoi nous servons et qu'est-ce que nous apportons. Et donc nous sommes replacés vraiment dans cette notion de raison d'être. D'ailleurs, nous l'avons acté lors de notre Assemblée générale des actionnaires au mois de juin, en inscrivant cette raison d'être d'agir sur les plans économiques, sociaux et environnementaux dans l'article 3 de nos statuts, puisque nous inscrivons dans cette démarche des futures entreprises à mission. Et donc nous sommes replacés dans ce pourquoi Jean Hénaf, qui a créé l'entreprise en 1907, quelle était son idée, qui était toute simple, qui était d'apporter un petit peu de prospérité à Poule-Rosic. Tout simplement. Donc en aucun cas, puisque lui-même était cultivateur, en aucun cas je parle de transformation agroalimentaire, je parle de distribution, je ne parle de rien. C'était une intention entrepreneuriale d'apporter à son territoire et de puiser sur son territoire des éléments créateurs de richesse et pourvoyeurs d'emplois. Et donc aujourd'hui, ce que nous avons voulu faire, 100 et quelques années plus tard, c'était de se dire, avec beaucoup d'ambition et peut-être un peu je dirais en tout cas peut-être en exagérant le trait, mais en tout cas on s'est dit qu'est-ce qu'il aurait voulu imaginer aujourd'hui, voilà, se mettre dans sa peau, ça aurait été quoi? Et donc on s'est imaginé que ça aurait été toujours cette envie de transformer les matières du territoire. Et ça a été dit à plusieurs reprises, effectivement je prends l'exemple exprès qui serait éloquent. Transformer des matières animales venant du Brésil à Poule-Rosic pour les réexpédier aux États-Unis, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et on a tous fait, dans les entreprises agroalimentaires, à la marge, fait ce genre de choses parce que le quotidien nous l'a parfois imposé. Mais ça n'a aucun sens. Donc c'était se redonner du sens, se redonner un projet, et évidemment le faire avec les enjeux du début du XXIe siècle et les enjeux d'aujourd'hui. Donc c'était de se replacer dans ce contexte-là. Et Bigoud, c'est ça. Bigoud, c'est ça, c'est de se dire comment on traduirait cette intention, ce sens dans une politique et une stratégie d'entreprise ambitieuse, toujours servant ses origines, mais contemporaine et projetée sur le XXIe siècle et la suite du XXIe siècle, avec une façon de faire d'aujourd'hui qui doit intégrer tout un tas de facteurs, vous en avez listé un certain nombre. Et pour ce faire, ça ne peut pas être le rythme du business plan des 3 années classiques des entreprises, d'où cette idée d'aller plus loin. 10 ans, c'est beaucoup, mais en fait, c'est rien. C'est à peine un cycle d'investissement de bâtiment. Enfin, en comptabilité, c'est absolument rien sur un plan d'amortissement. Et donc, on s'est donné cette ambition-là pour aussi le faire avec un temps humain raisonnable. Et je vais le dire tout simplement à la taille de nos moyens d'entreprise. Bien sûr. C'est-à-dire que dire je vais faire ci, ça demain, etc., je vous vends du rêve. Non, c'est de faire des choses qu'on soit capable de faire. Alors je le rappelais effectivement à travers ne serait-ce que l'article de la tribune.fr, vous venez vous-même d'appuyer donc une stratégie à 10 ans. Ça ne se bâtit pas comme ça, il fallait attendre le bon moment pour l'initier, ça n'est pas du hasard, je vous cite. Donc vous avez commencé concrètement à y réfléchir en février 2018, 5 piliers, 14 engagements, 70 indicateurs, et dans un monde qui bouge d'ailleurs, en capitalisant sur ce que Jean-Luc disait, mais le consommateur, ce putain de facteur humain qui va encore bouleverser la donne, vous réfléchissez là sur une stratégie à 10 ans, mais les indicateurs notamment, lorsque vous dites que ça bougera sans doute, en 10 ans, d'ici même la fin des 10 ans, bien des choses sans doute vont devoir être réorientées. Oui, bien sûr. Je ne vais pas l'expliquer là dans son intégralité, mais on s'appuie sur des choses assez lourdes. C'est pour que les gens puissent s'inspirer, bien sûr. Voilà, bien sûr, mais donc sur des choses assez lourdes et derrière. Il faut que vous soyez vous-même flexible. Voilà, donc on va pas c'est bien ça. Tout ne sera pas fait, tout ne sera pas parfait, mais en tout cas c'est un mouvement, c'est une impulsion, on avance, c'est du déséquilibre que naît le mouvement, donc on avance et
C'est évident que c'est cette impulsion qui est le plus important dans cette stratégie. C'est débuté. Alors je rappelais, hein, ça prend en compte l'enjeu écologique, le bien-être animal, la qualité des produits, bien évidemment. J'ai même envie de dire peut-être même d'ailleurs à minima. Avec Bigood, vous le dites, Bigood 2030, je crois à une forme de méthodologie bien construite avec à quelle fin, lorsque je vous ai posé la question, il y a plusieurs finalités sur lesquelles on peut s'interroger. L'export, pas l'export. Ah oui, bien sûr. La valeur ajoutée. Il y a plein de questions qui se croisent là aussi. Pourquoi y allez-vous? Pourquoi? Alors après, qu'est-ce qu'on vise? Je suis entre un sachant et un apprenant, mais moi je suis un faisou. C'est-à-dire que nous on fait des trucs et on a. C'est mieux que les 10 août. Mais nous on fait et le rôle de l'entreprise c'est de faire au quotidien avec un espace de temps qui est limité, qui est le temps de l'exercice comptable, qui est de 12 mois, avec un impératif qui est de créer de la valeur et que cette richesse, elle crée de la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée, c'est la somme des valeurs ajoutées qui fait le PIB du pays. Une fois qu'on n'a pas oublié ça en ligne de mire, si nous, avec les crises actuelles, le prix du porc, le machin, le truc et le bidule, on ne fait pas de résultats à la fin de l'année, on ne contribuera pas aux hôpitaux, aux routes, etc. Donc c'est un impératif des entreprises que de quand même apporter une contribution économique, c'est leur rôle. Et donc, c'est pour cela qu'on y met aussi une impulsion forte, une impulsion d'acteurs du territoire. Et pas seulement tout seul, d'ailleurs, aux côtés d'autres. Vous le dites, un lien au territoire, j'ai un lien très fort avec ce territoire. On se bat pour. Je dis toujours à mes interlocuteurs, la formule est bonne, je me permets de la saluer, je ne suis pas un bio-natif, mais un champion du local, et je peux vous dire que ça leur parle à mes interlocuteurs. Donc c'est un projet dans lequel on ne se lance pas non plus tout seul. Il faut une notion comment dirais-je, de réflexion globale, collective. Il faut la jouer groupée ici. Alors c'est là où on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'était la notion de méthodologie, qu'on a voulu faire quelque chose qui tienne la route, qui embrasse beaucoup de choses. C'est pour ça que ça a été long, l'accouchement, la méiotique a été longue, mais en tout cas on a abouti à quelque chose qui méthodologiquement tient, qui est solide. Et maintenant on essaie d'avancer le plus vite que possible sur tout un tas de sujets. Et dans cette méthodologie, il y a les parties prenantes, et donc il faut parler évidemment à tout le monde. Alors une fois qu'on a dit ça, ça semble facile et compliqué à la fois, mais en fait, il faut juste y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi parler à ses contradicteurs, il faut parler pas qu'à ses clients, à ses fournisseurs, et vous en avez un à côté de vous d'ailleurs. Il faut parler évidemment à ses fournisseurs. Quand ils sont en local, c'est encore plus facile parce que ça rend les choses techniquement plus aisées. 76% des achats de Jean Hénaf SAS à Poulrezic sont en Bretagne. 76% de nos achats sont en Bretagne. Ça n'a pas vocation à être asymptotique et à les tirer vers les 100%. Je pense que c'est un chiffre qui est suffisant. Peut-être faire un peu mieux à certains endroits, mais ça permet de se connaître et d'avoir des vraies parties prenantes avec lesquelles on construit plutôt que des gens à qui on envoie des mails à l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est des choses simples. C'est vraiment des choses aussi simples que celles-là. Et d'ailleurs, on comprend bien que Bigood 2030, ce n'est pas simplement Hénaf, mais c'est tout son écosystème, ses parties prenantes. Je vous cite encore, j'achète du porc local depuis 1975. Vous avez rappelé d'ailleurs le pourcentage de vos achats aux entreprises bretonnes. Oui, 915, c'est moi qui me le relis mal. D'ailleurs, vous faites travailler aussi bien d'ailleurs j'ai envie de dire, la production, mais également les services. On n'y revient pas. On se bat pour, avec les personnes, les éleveurs du coin. Je sais bien qu'on peut quelquefois railler l'idée de valeurs partagées communes, et pourtant, on sait ensemble de quoi on parle. Et tout à l'heure, je donnerai la parole, bien sûr, au président de la Chambre d'agriculture et régionale et du Finistère, car lui aussi il a des choses à dire sur la notion de binôme. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on arrive quand même à travailler ensemble, même si quelquefois ça peut, non pas friter, passez-moi l'expression, mais avoir des points de friction. C'est-à-dire que pour proposer dans votre stratégie Bigood 2030 du bon produit, respectueux de toutes les notions, tous les items que j'ai énumérés, ça veut dire déjà qu'au sourcing, il faut être en cohérence. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et donc, par exemple, une des illustrations, alors on va parler porc, mais une des illustrations de la concrétisation de ce que vous venez de dire. Via un produit, par exemple, il va y avoir quoi dans... Je prends un autre exemple. Sur le porc, nous travaillions précédemment avec 3 groupements de producteurs de porc, très bien, qui correspondaient à peu près à 50 à 70 éleveurs de porc locaux. Nous avons considéré que pour faire ce que nous voulions faire avec l'ambition que nous avions, ça faisait tout simplement trop d'interlocuteurs. D'interlocuteurs, je ne dis pas d'éleveurs, d'interlocuteurs. Et donc pour construire une telle stratégie et avancer vigoureusement, on a
on concentre le tir sur ce que nous appelons une communauté de progrès. Une communauté de progrès, c'est un groupe humain plus restreint. Ici, on parle de à peu près 14 éleveurs de porc, dont quelques-uns en bio, en supplémentaire. Et avec eux, nous construisons des plans de progrès qui sont nombreux. On a un sur bien-être et bien-traitance, un sur la conduite d'élevage, un sur l'exploitation en tant que telle, et avec tout un tas d'indices, tout un tas de sujets de travail. Et là, on travaille. Et donc c'est évidemment beaucoup plus simple de bosser pour une entreprise comme la nôtre. Nous ne sommes pas une grande coopérative, nous sommes une PME. C'est beaucoup plus simple de travailler avec quelques-uns, avec des gens avec qui on se retrouve sur le projet, sur lequel on partage en partie, je ne parle pas des valeurs, mais ne serait-ce qu'une certaine raison d'être, c'est-à-dire qu'on a partagé sur des fondamentaux, et en avant Guingamp. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus facile. Alors, parfait. Alors demain, on va écouter justement quelqu'un qui a un rêve. I have a dream ou I had a dream, comme une formule historique nous revient tous en mémoire. Avec vous, André Sergent. Je vous citais il y a quelques semaines un article d'Alimentation Générale sur leur site internet notamment, et qui était dit, je m'en inspirais tout à l'heure, mesdames et messieurs, c'est la grande distribution qui donne le là sur ces questions de transition alimentaire. On observe, disait l'article, une inertie croissante de l'aval vers l'amont des filières. Et pour synthétiser, je vous demandais, est-ce que l'article a raison de dénoncer un conservatisme rentier des acteurs du modèle technico-économique agro-industriel, où on avait le sentiment que de la fourche à la fourchette, eh bien voilà, l'impulsion était donnée de la fourchette et il fallait vite descendre jusqu'à la fourche et essayer un petit peu de vous tanner. Vous m'avez répondu, effectivement, on le reconnaît. Mais surtout, chose intéressante, c'est que vous m'avez tout de suite dit, Serge, je vais vous précéder, comment s'en sortir? Ben oui. Et en lien avec ce qui a pu être fait avec les états généraux de l'alimentation, c'est de mettre du liant. Et c'est intéressant de vous entendre le dire, président de la Chambre régionale et président de la Chambre ici départementale, de mettre du lien entre le secteur production et celui de la transformation. C'est pour ça que je travaillais effectivement cette question avec Loïc Hénaf, comment ici le duo, le binôme tout de même, rien que celui-là, s'articule-t-il? Parce que manifestement, en Bretagne, organisé en coopérative, on ne se souciait pas toujours assez du devenir de nos productions et les transformateurs ne nous connaissaient pas. Mais on est dans quelle décennie là? Vous faisiez allusion à quelle époque, André? C'est malheureusement peut-être quelque part la réalité qu'on vit ou qu'on vivait. Et à côté de ça, je commencerai par dire que ce qui est terrible dans les échanges qu'on a là, c'est qu'en fait, l'alimentation dans notre pays n'a jamais été aussi sûre. Or, aujourd'hui, les consommateurs n'ont jamais autant douté de ce qu'ils mangent. Et donc nous, producteurs, avec toutes les évolutions qu'on a connues, ça nous peine un peu quand on entend ça et quand on sait ça. Et c'est pour ça que je crois que notre production, qui est de qualité, a besoin aussi de connaître celui qui la transforme. Parce que justement, on voit bien, quand on parle du local, on devient producteur, on transforme et on vend. Et puis, un certain nombre d'entre nous s'en sortent plutôt bien comme ça, et c'est très bien. Par contre, notre Bretagne ne peut pas s'en sortir uniquement par ces voies-là. Je considère que, même avec ce que nous a dit Bruno Parmentier, en parlant notamment de l'agroécologie, auquel j'adhère complètement, on reste, et on doit rester quand même, un territoire où l'agriculture restera productive, dans le sens où nos productions de qualité, il faut trouver par contre les moyens de mieux les valoriser. Et pour ça, je pense qu'effectivement, entre les maillons producteurs et transformateurs, on a un certain nombre de choses à faire valoir ensemble, parce qu'avec la grande distribution dans notre pays, c'est, on a beau le dire, très, très compliqué. On le sait tous. Alors quand Loïc dit, effectivement, moi je connais très bien André Sergent, il y a des fois on n'est pas toujours d'accord, mais on finit par s'entendre comme interlocuteur, parce qu'effectivement vous êtes aussi un professionnel. Vous me le dites d'ailleurs en écho, si tel industriel veut un cochon avec telle qualité de viande, avec un gras mesuré de tant de millilitres et ainsi de suite, nous producteurs, on est capable d'entendre cela. Sauf qu'il y a peut-être encore du travail à faire dans certaines consciences en Bretagne. Oui, et puis moi ce que je vois aussi, c'est que notamment les plus jeunes, aujourd'hui, quand ils deviennent agriculteurs, ils veulent produire quelque chose, mais pour quel marché, pour quelle transformation? Ils veulent savoir, et je trouve ça intéressant, parce qu'à côté de ça, si on veut, comme je le disais tout à l'heure, améliorer la valeur ajoutée qui revient aux agriculteurs, il faut impérativement qu'on ait ces logiques-là pour mettre en valeur nos productions
et puis que l'agriculteur perçoive le juste retour de son travail. Alors quand je faisais un peu de teasing en disant vous êtes l'homme qui a un rêve, lui aussi, à savoir, je vous demandais il y a quelques semaines, est-ce qu'il faut continuer justement à adresser cette distribution qui vous rémunère si mal, ou est-ce qu'il faut adresser davantage les transformateurs, et est-ce que cette réorientation d'un business model finalement est tenable? Alors là, vous avez une formule. Ce que je souhaiterais à terme, c'est vrai, et vous y faisiez déjà allusion, c'est que la grande distrib, comme vous dites dans votre jargon, et nous aussi d'ailleurs, ne puisse pas se passer de marque et reconnaître qu'un très bon travail a été fait en binôme entre l'agriculteur, le producteur et le transformateur. Alors votre point de vue à tous les deux, vous partagez sans doute le même rêve, Loïc, mais André, explication un petit peu sur ce rêve. Est-ce qu'il est atteignable du rôle des grandes marques? On sait que la PME française a effectivement du mal à positionner ses marques quelquefois. Est-ce que seule la survie viendra des marques? Moi j'y crois à cette logique de différenciation, justement, et pour tous les marchés. Et quand donc on est sur le marché de chez nous, hein, le local, effectivement, il faut qu'on soit très bon chez nous. Et après, même quand on parle de l'exportation, et je considère que la Bretagne a besoin de l'exportation. On va y arriver à quel marché adresser. Et pour ça, il faut être bon d'abord chez soi. Voilà, oui. Et le marché de l'exportation, ce n'est pas un marché de dégagement, c'est un marché sur lequel on va parce qu'on a envie de ce produit. Et c'est là qu'on gagnera. On y reviendra, mais vous le dites d'abord, il faut s'illustrer localement et régionalement et hexagonalement, et même peut-être d'ailleurs continentalement parlant, avant d'attaquer le grand export. Mais vous, Loïc, comment voyez-vous ce pas de deux, d'ailleurs, qui est encouragé par André Sergent en tant que producteur, et au nom de ceux qu'il représente, y aller à deux, poser. Alors, l'ENAF est une marque, vous avez une aura. Est-ce que ça rend toujours plus facile pour autant le rapport de force avec la grande distribution? ENAF est une PME avant tout. Ouais, et ce qui aujourd'hui apporte de la valeur et ce qui apporte de la dynamique à la grande distribution, ce sont les PME. Donc ça, c'est quand même à retenir. Hein. La différenciation est apportée par la PME. Là, le local, c'est la PME. Enfin, c'est le tissu des dizaines de milliers de PME qui travaillent à la grande distribution qui apporte de la création de richesse aujourd'hui en grande distribution. Je vais juste prendre un autre pas de deux aussi et rappeler peut-être, j'espère que Bruno Parmentier est d'accord avec moi, que la Bretagne a une vocation nourricière par son climat, par son sol, par le Gulf Stream. On a des éléments fondamentaux extraordinaires en Bretagne pour nourrir et créer de l'aliment. Et ça, c'est... Si vous allez au Canada et à la même latitude que Brest, vous tombez bien au nord de Montréal, où il fait moins 40 en février. C'est juste se rappeler des petites choses comme ça. Donc on a vocation à nourrir. Et le fait que la Bretagne produise de l'aliment pour 20 millions d'habitants, alors que nous ne sommes que 3,4 millions, ou un peu plus. 3 au dernier chiffre de janvier. Oui, en fait, on est un peu plus à 5 départements, mais c'est un autre sujet. Mais le fait que la Bretagne nourrisse 20 millions d'habitants, c'est bien le reflet de cette capacité. Après, on a aussi quelque chose, et il ne faut pas le négliger, c'est le fait culturel, c'est que la Bretagne, elle est habitée par des Bretons. Tiens donc. Alors, une fois que j'ai brossé ça, et les Bretons, c'est une culture d'élevage, c'est une culture d'agriculture, c'est nous, de transformation, de vie avec les animaux, de pêche, voilà, c'est notre culture. Et donc, nous avons vocation à produire, transformer, exporter de beaux et de bons produits. Oui, mais est-ce que ça suffit? Voilà. Non, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Bon, voilà. Pour dire 2-3 trucs. Soit pour assurer moi, d'ailleurs ce que je pense et je vais brosser passer 2 ou 3 idées. On parlait d'omnivore, flexitarisme, etc., etc. Et je crois que c'est en ligne avec ce que vous disiez, monsieur. Moi, ce que je déteste, par exemple, c'est ce que j'appelle les viandes cachées. Je trouve que c'est la consommation de viande cachée, c'est de la consommation inutile. C'est le lardon de la pizza donc, que vous n'avez pas envie de manger. Enfin, c'est cette viande que vous n'avez pas choisie. Donc en rien ce que nous faisons, en rien ce qu'est la Bretagne et son potentiel n'est incompatible avec une entrecôte, un filet de poisson, un œuf sur ma crêpe et un peu de fromage par-dessus. Ce n'est en rien incompatible. Ce qui est problématique et dévastateur, ce sont les productions, on parlait des lasagnes à 1,50 €, enfin, c'est toutes ces productions qui n'ont
pas de sens, pas de sens. Alors elles ont un sens économique parce qu'il faut bien nourrir des gens. Et c'est pour ça que culture, nourrir, Olivier Rollinger disait l'autre jour, c'est dans le Télégramme, c'est une phrase extraordinaire, qui est que se nourrir, ce n'est pas consommer. Se nourrir, ce n'est pas consommer. Donc ça réouvre un champ extraordinaire de la consommation alimentaire fabuleux, d'une reprise de conscience en termes de pédagogie dans les écoles, dans les familles, de ce que c'est que consommer et de ce que c'est que manger. Voilà, vous parlez de la soupe du soir, tout ça c'est extraordinaire. Ce sont des vrais sujets passionnants et on devrait passer notre temps à réfléchir plutôt à ça qu'au rapport avec la grande distribution, j'y arrive, qui sont nécessaires, mais qui est un rapport, et je dis ça à la fois avec du respect et de l'amitié pour les distributeurs, qui sont absolument indispensables, sans lesquels nous n'existons plus. Nous avons tous besoin, parce que la grande distribution, c'est quoi? C'est la grande distribution. Alors, ils le jouent chacun différemment, bien sûr, mais ce sont des distributeurs. Le rôle des distributeurs, c'est de distribuer efficacement des produits bien fabriqués, en temps et en heure, avec un coût écologique, économique efficient, enfin de façon efficiente, pour que nous puissions manger de la viande, des œufs frais, etc., ou du lait, et les avoir à disposition de façon... vous voyez, c'est un distributeur, et c'est un métier fabuleux. Merci Loïc. Je donne la parole à Jean-Luc parce que j'avais annoncé lors de l'ouverture de cet après-midi de la table ronde qu'on entendrait des points de vue quelquefois qui peuvent détonner et c'est tout l'enrichissement également voulu dans ce type d'échange. Alors Jean-Luc, on vient d'écouter, même s'il faut bien sûr en 45 minutes, 1 heure brosser rapidement, même à travers un exemple aussi illustre que puisse l'être celui de ENAF tout de même, PME certes régionale mais connue nationalement et même vous avez sur certains segments, certains marchés, vous avez aussi du grand export, mais pas forcément effectivement avec le pâté ENAF comme vous me le disiez en amont. Donc on a ici une stratégie déployée par une PME régionale qui a pignon sur rue, qui même a les reins solides, même si on sait que toute PME en France, c'est toujours quand même des prises de risques, voilà, et qu'il faudra manœuvrer sans doute avec des vents qui viendront chahuter, le consommateur étant souvent le premier chahuteur. Donc on a une illustration ici, des choses se font au départ de la Bretagne. Ils savent s'entendre avec le sourcing. On parle de bons produits si on n'a pas un bon sourcing. Il faut peut-être remettre aussi quelquefois l'église au centre du village. Bon, j'avais un exemple sous les yeux que j'aurais pu citer, tel artisan charcutier qui enlève des additifs, qui enlève autres produits perturbants, etc. et qui dit je reviens au bouillon de légumes, toute ma charcuterie sera saine et meilleure, il y aura du goût et en plus ce sera local. Très bien. On a André Sergent qui dit oui, nous producteurs, on est capable d'entendre certaines choses et d'articuler davantage le lien, voilà, avec le transformateur qu'on ne voyait pas pendant des décennies et dont on ne se souciait pas. Donc il y a du progrès. Et pour autant, mesdames et messieurs, Jean-Luc me dit sortons des clichés. J'évoque souvent des poncifs que je dénonce, un autre que je fustige. Non, il n'y a pas de modèle agroalimentaire breton type. Attention, mesdames et messieurs. La parole va être donnée à Jean-Luc qui a des arguments bien sûr à faire valoir. D'autant plus que j'entends Loïc qui dit je suis breton, je suis costarmoricain, je suis des Côtes d'Armor, je suis du Fignac. Bon. Donc oui, on a la mer, on a de l'argoate, de l'armor, on a la pêche, vous l'évoquiez, on a de la production, on a du porc. J'en ai connu dans les Côtes d'Armor, hein, les 70s, les glorieuses 70s en la matière. Et qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Luc? Sortons des clichés, il n'y a pas de modèle breton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus ici un particularisme, aussi excellent soit-il, de l'industrie agroalimentaire qu'elle n'existe en Normandie ou qu'elle n'existe en Loire-Atlantique, vous qui rayonnez sur 3 régions. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que moi je dis plutôt qu'on a un modèle, on a développé un modèle agricole et agroalimentaire en Bretagne, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a poussé l'excellence sur des modes de production, mais qu'on retrouve dans la Beauce pour produire du blé, qu'on retrouve en Champagne pour produire qu'on retrouve dans le sud-ouest de la France pour produire du canard. Donc le modèle n'est pas spécifique, il n'est pas consubstantiel à notre territoire. Il a été développé sur notre territoire, mais il n'est pas consubstantiel à notre territoire. C'est-à-dire, premier point. Donc je reviens sur notre économie linéaire. Finalement, quand on regarde ce modèle d'économie linéaire, qui n'est pas spécifique au monde agricole et agroalimentaire. Vous appliquez la même chose au monde de l'automobile, etc. Donc les ressorts de compétitivité reposent sur la massification et l'optimisation des relations entre les agents économiques. Point barre. Donc il n'y a rien. Voilà. Les Bretons ont su l'appliquer à l'activité agricole et agroalimentaire, mais j'allais dire, elle dépasse largement les frontières. Donc c'est pour ça que je dis, on veut nous coller un modèle.
mais qui serait spécifique au territoire, mais je dis non, on peut complètement le généraliser. Simplement, on a, je pense, mis beaucoup d'intelligence sur notre modèle, et on a peut-être été plus intelligent pour aller un peu plus loin et réussir et créer peut-être plus de valeur. Ça, c'est la première chose. Et notamment en s'appuyant sur alors, une tradition, oui, alors après, une tradition et des particularismes régionaux. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de biodiversité qu'on ne veut dire. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on parle du modèle, on parle au singulier. On parle au singulier de manière un peu singulière pour la Bretagne. Non, quand vous regardez, moi, la seule chance, c'est de pouvoir discuter avec énormément d'entreprises, de rentrer un peu l'intimité dans les entreprises. Mais j'ai autant de cas de figure d'entreprises et de situations d'entreprises que de patrons que je rencontre. Donc en fait, chaque entreprise, par rapport à son activité, par rapport à son marché, par rapport à son positionnement sur le marché, par rapport à sa stratégie, par rapport au moment où il est dans sa courbe d'expérience, est singulier. Donc, et c'est lui qui va trouver à chacun de ces moments les ressorts pour pousser plus loin. Donc en fait, je serais incapable en tant que, sous un angle économique, je suis incapable de vous dire, le modèle agricole breton, il fonctionne comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est bien ça. Et c'est plus notre biodiversité d'acteurs qui fait notre richesse et qui fera notre richesse demain, notre capacité à nous régénérer. C'est ça qui est extraordinaire. Bruno parlait tout à l'heure de Doux. Ok, paix à son âme. Ok, l'entreprise a quasiment disparu, mais pendant ce temps-là, moi ce que je constate, encore une fois, d'un point de vue d'économiste, le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire breton a progressé de 3 milliards sur ces 10 dernières années. Le nombre de salariés de l'agroalimentaire breton a progressé sur les 10 dernières années. Donc c'est bien cette capacité de régénération, de régénérescence qui n'existe que parce qu'il y a une biodiversité d'acteurs sur le territoire. Moi, voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur de sortir de cette erreur de perception. C'est bien, c'est bien. Et je voulais que vous le répétiez ici. Loïc, vous employez combien de salariés aujourd'hui? Puisque d'ailleurs, Bigoud 2030, c'est aussi le recours, l'appui sur vos filiales, etc. Toujours dans cette volonté de travailler, de savoir comment vous allez et sous quelle forme. C'est combien de salariés aujourd'hui? Tout ENAF. Le petit groupe Jean ENAF, c'est 280 personnes. 280 personnes. Et vous appuyez effectivement ce que vient de dire Jean-Luc, à savoir que vous recrutez parce qu'il y a besoin, le chiffre d'affaires se porte bien, les marchés sont bons. Est-ce qu'à votre niveau micro, la tendance un peu plus macro, ou en tout cas nationale, pointée ici par Jean-Luc, vous la confirmez à votre niveau? Vous allez voir pourquoi j'y arrive. Sur le temps long, oui. D'accord. Sur le temps long de Jean-Luc, oui. Nous régénérons, comme il le pointait. Nous sommes nés conserveurs de légumes, nous avons été conserveurs de poissons pendant près de 70 ans. Nous avons été plus spécialisé dans le porc, le pâté ENAF et d'autres produits pendant une vingtaine d'années. Puis est arrivée la saucisse fraîche. Et maintenant, nous travaillons des algues transformées. Nous sommes producteurs de spiruline et nous faisons de la charcuterie fraîche bio sur les marchés. Voilà, c'est de la régénération permanente. Pas mal, tout ce cheminement. Non, c'est pas trop moche. C'est pas trop moche. C'est 110 et quelques années de travail. C'est plein d'intelligence qu'il faut elle-même régénérer. Nous avons intégré des créateurs. Christine Le Ténier qui a popularisé la gastronomie à base d'algues, monsieur et madame Lagrange qui étaient des pionniers de la charcuterie bio, enfin tout ça. Vous êtes en mouvement, en mouvement et en réflexion en mouvement. Alors Jean-Luc, au cocktail, si ça n'a déjà été fait lors d'un autre cocktail peut-être, où vous avez vu Loïc, vous lui dites c'est très bien ta stratégie Bigoud, mais tu sais en Loire-Atlantique il y a une boîte qui le fait aussi, ou en Normandie désormais réunie il y en a une autre. Tout ça pour dire, vous lui dites c'est bien, tu es dans une grande tendance où certaines PME de la même voilure que toi, sur le même secteur de l'IA y vont, ou au contraire vous allez dire sur les autres territoires, et oh les gars et les filles, il est temps de vous bouger, regardez ce que fait ici en Pointe-Finistère ENAF, et on retombe sur nos pieds. C'est quand même au départ d'ici qu'il se passe peut-être des choses qui peuvent être avant-gardistes finalement. Alors dans quel sens va le flux? Déjà, je me permettrai pas de dire à Loïc c'est bien, c'est mal. C'est déjà la première chose. Non. Est-ce que c'est l'air du temps ou c'est vraiment une initiative franchement, voilà, effectivement, je parcours les territoires, etc. Je ne dis pas ça parce qu'on est ici à Quimper, mais il y a une énergie, vraiment, il y a une énergie
qui se dégage quand vous êtes sur ces territoires, notamment dans le Finistère. Et ça, je ne la retrouve pas dans d'autres territoires. Très honnêtement, voilà. Et donc les savoir-faire, ce sont les mêmes. Ah, vous pouvez applaudir, bien sûr. Non, mais les savoir-faire, ce sont les mêmes. L'intelligence, c'est les mêmes. Les écoles, c'est les mêmes. Oui. Les compétences, c'est les mêmes. Les petite, technologies, c'est les mêmes. La différence, c'est l'énergie. La différence, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Alors, la parole à André, parce qu'en rebondissant sur quel marché attaquer et comment les différencier, est-ce qu'il faut du mix produit? Tout le monde n'est pas pour la segmentation. Certains sont prêts à y aller. Vous avez un point de vue à faire valoir. C'était lorsque vous me précédiez un petit peu, André Sergent, tout à l'heure, sur les marchés. Qu'est-ce qu'il faut viser, effectivement? Est-ce qu'il faut sortir de la France? Est-ce qu'il faut rester replié sur soi? Jean-Luc a fait valoir beaucoup de choses sur l'appétence pour la viande. Voilà, le monde a faim de viande et a envie de viande. Là où je veux en venir, c'est effectivement par rapport à ce que pointait également Bruno, la façon dont les viticulteurs ont su retomber sur leurs pieds au nom de la montée en gamme. Est-ce que 100 kilos de viande, 100 litres de lait, ça peut être réorienté différemment, puisqu'il y a une chute qui est engagée, cela dit, après avoir atteint, on sait bien que les arbres n'atteignent pas le ciel et ça s'arrête à un moment. Vous y croyez peu ou prou à ce basculement, ce qu'on appelle le transfert finalement, ce qui a très bien marché pour le vin? Est-ce que ça peut marcher aussi bien sur le carné, le lacté? Moi, ce que je pense, en fait, c'est que dans ces transformations ou ces transitions, comme on les appelle, on voit bien que les modes de consommation changent, évoluent, et que par rapport à ça, nous, les producteurs, on ne peut pas rester insensibles. L'exemple du bio, voilà, on voit bien que ça se développe et qu'on est un certain nombre aujourd'hui de producteurs à développer le bio, et c'est très bien. Par contre, j'ai quand même le sentiment, et il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est la restauration hors domicile. Oui, allez-y. Qui représente quasiment quand même un quart de l'alimentation humaine dans notre pays aujourd'hui. Mais j'ai évoqué qui adresser. Alors, là, il se trouve que la semaine dernière, j'étais avec le directeur de Elior France, ça s'appelle, hein, donc c'est le plus grand faiseur sur ce domaine-là, et qui nous expliquait quand même une chose et qui m'a un peu quand même marqué, à savoir que aujourd'hui dans notre pays, les EGA notamment, nous imposent certaines lois, certaines règles, notamment de pourcentage de bio dans la restauration hors domicile, du local. Je trouve ça très bien. Et lui nous expliquait, il doit bien sûr respecter les lois françaises, et il le fait. Par contre, dans ces affaires-là, il y a aussi quand même la logique des appels d'offres. Et le prix est malgré tout toujours là. C'est-à-dire qu'il doit fournir une alimentation de qualité, c'est une évidence, mais aussi à un certain prix. Et là, faisons attention quand même. Si le prix moyen, il est bloqué, avec quoi on va faire l'alimentation du reste? Est-ce que ce sont des importations qui viendront d'ailleurs et beaucoup moins chères que nous? Auquel cas, c'est notre modèle conventionnel qui pourrait s'écrouler. Et l'exemple de la volaille, quand on sait que dans notre pays, aujourd'hui, on continue d'importer de plus en plus de viande de volaille pour nourrir les Français, je pense qu'il y a un problème quelque part. Et c'est ça sur lequel je dis, faisons attention. Et alors, et vous avez bien fait d'ailleurs de l'évoquer, on voit bien comment il peut y avoir un effet de cascade ou de cascade ou culbute, en l'occurrence à travers votre démonstration. Alors, au nom maintenant, mix produit, segmenté, rester sur du mass market, comment voyez-vous la profession mûrir et cheminer sur cette question tout de même? Quelquefois, vous me le disiez, on me rétorque, attention, cela va contre la compétitivité. C'est vrai, quand on segmente de trop, il faut quand même qu'on fasse attention au marché, à la réalité. Les marchés sont segmentés avec le bio, il y a les labels, vous évoquiez tout à l'heure Bruno, le louer ça se porte très bien. Il y a toute une gamme qui atteste les liens entre l'élevage, le produit fini. Alors, vous croyez que c'est inévitable tout de même, que la Bretagne doit y aller? Il faut tout de même acculturer, faire de la pédagogie? Non, mais moi je pense effectivement que la Bretagne est capable de s'adapter à tous les marchés. Hein, le haut de gamme, on saura faire. Et même on si le fait. Ça vous a énervé à une époque qu'on vous tacle là-dessus, mais alors, on sait faire des bonnes choses. Non, mais en fait, quand on a évoqué la logique de la montée en gamme, voilà. Notre génération, quand on a démarré, et depuis, on n'a pas cessé d'améliorer nos productions. Et donc, ça a été perçu par un certain nombre de producteurs dans le sens de, mais qu'est-ce qu'on fait depuis déjà des décennies? Ça a été perçu d'un côté un peu comme ça. Par contre, je suis convaincu que cette logique de montée en gamme et de segmentation, elle est quand même pour nous quelque chose de pertinent dans la logique de trouver de la valeur ajoutée. Voilà. Et c'est pour ça que j'y adhère. Et il y a d'autres exemples que la viande. Hein. Je pense aux légumes, notamment, où voilà, ils ont su
diversifier leur production et rentrer dans cette logique de monter en gamme et de répondre à des segmentations de marché et avec de la valeur ajoutée. Mais quand vous êtes dans votre propre écosystème, André Sergent, et que vous portez, véhiculez la parole de Bruno avec ce fameux exemple des viticulteurs sur lequel je reviens, ils vous disent « mais attends, c'est pas transférable comme ça » ou « tiens, il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse ». Est-ce que le modèle est aussi facilement duplicable? Bon, l'exemple est pertinent. Hein. Vous le connaissiez, Par vous contre, le disiez. Oui, je le connaissais. Tout le monde connaît votre exemple, Bruno. Je l'ai entendu. Bon, après, c'est vrai que, comment je vais dire, notre système agricole, c'est quand même aussi une industrie lourde. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de cap comme ça tous les matins en se levant. Là, c'est pas changer tous les matins. Non. Bruno, le virage, il a été pris en combien de temps dans la région que vous évoquiez? Vous avez un micro à disposition. À 30 ans. Il a fallu 30 ans. ans. Ouais, ben voilà. Mais André, très douloureux, c'est peut-être maintenant très qu'il faut douloureux, commencer quand alors. Ouais. Donc c'est pour ça que Temps long, comme dirait Jean-Luc, du Voilà. temps long, attention. Et je pense que beaucoup dans la salle qui ne connaissent pas bien l'agriculture, quand ils ont entendu ce qui a été dit au début là sur la logique de l'agroécologie, je pense que vous avez bu du petit lait en écoutant ça. Par contre, je vois en face de moi des agriculteurs, sachez-le, qui sont des pionniers là-dedans. Et on n'a pas forcément attendu, quoi. On y est, sauf qu'on va sans doute pas assez vite, ok, mais on y est et on y sera au rendez-vous. Comme vous l'avez dit, parce qu'en plus, nous, on est peut-être têtus, mais on s'accroche et on y va en général là où il faut aller. Merci André. Alors, on l'aura compris à ce point de nos échanges, mesdames et messieurs, et pour faire un premier point d'étape, j'ai envie de citer Jean-Louis Rastoin, directeur de la chaire UNESCO en alimentation dans le monde de Montpellier Supagro, qui dans un article qu'on peut découvrir en ligne et qui a été donné à Futura Science, eh bien, lui aussi expert, dressait un bilan désastreux de la situation actuelle. Le papier s'appelle « Quelle alimentation en 2050 ?» Vous voyez, je cite non seulement mes sources, mais on est bien dans la thématique. Et il dit, avant de se montrer optimiste pour notre avenir et de dire si d'importants changements sont opérés par les acteurs des filières agroalimentaires, les consommateurs, peut-être prêts davantage à payer un peu plus cher pour effectivement manger plus sainement, je repense à des interviews également menées en amont, et les politiques. Eh bien, je ne vous ai pas oublié, bien sûr, Monsieur le vice-président Olivier Alain, et les politiques, bien sûr, dont le jeune auteur que je citais, Stéphane Foucard, en introduction, dit il ne tacle pas les politiques, il dit simplement que sur toutes ces questions environnementales, du bien manger, etc., des pesticides, je globalise forcément, lui aussi, nos politiques ne perçoivent pas toujours la gravité de la situation, où il y a toujours un problème de timing. Et pourtant, pas forcément en Bretagne d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses sur le site de la région Bretagne, j'y suis allé, on peut s'y promener. Favoriser la qualité dans l'agriculture et l'agroalimentaire, il y a tout un plan, il y a plein d'items très pertinents avec des actions. Ce n'est pas des disous, c'est des faisous aussi. Améliorer la maîtrise des pratiques et des systèmes agroécologiques, soutenir les filières de valorisation des produits agricoles, soutien des démarches tournées vers la qualité, l'hygiène et le bien-être animal. Je sais également que vous avez piloté, diligenté en tout cas, une étude Césaire. On est bien d'accord, avec comme thématique alimentation à l'horizon 2050. Quels enjeux de société en Bretagne, dont les premiers résultats pourraient être communiqués en décembre 2019. On est d'accord ? Non, c'est pas moi qui ai piloté. Non, c'est pas moi qui l'ai piloté. C'est pas grave. Bon, mais corrigez-moi, parce que après je dirais, mais qu'est-ce que tu m'avais glissé comme info, à qui de droit ? Bref, vous avez diligenté tout de même une étude au Césaire ou pas ? Non. Bon, ok, on corrige tout de suite. Hein, c'est pour ça qu'on est scoop, mesdames et messieurs. Mauvaise information. On ne fera pas de fake ici. Ok. Et en même temps, je lisais à l'occasion du SPACE votre président, Loïc Chenet-Girard, qui disait, et Jean-Luc, ça va peut-être vous interpeller, la Bretagne est une région atypique dans le paysage agricole national, parce qu'elle concentre quasiment toutes les formes de systèmes, quasiment toutes les productions animales et végétales. C'était sur la question de la réorientation de certains fonds, les fonds du premier et second pilier de la politique agricole commune. Mais surtout, il dit cette double singularité, notre force doit nous être reconnue, et d'évoquer tous ces points qui sont déjà au cœur de nos échanges, la course à l'agroécologie, l'autonomie alimentaire, que nous devons assumer, disait votre président, appuyé sur l'agronomie, la formation, l'investissement et la connaissance des systèmes et des milieux. Et je retombe ici sur l'article que je citais. Alors, ce fameux politique que l'on tacle trop souvent, la presse, les chercheurs, les essayistes, qui n'est pas toujours dans le bon tempo, votre point de vue, vice-président ? Très bien, vaste question. C'est un costarmoricain qui s'exprime. On est entre costarmoricains. Qui a encore un peu d'énergie, n'est-ce pas, Jean-Luc ? Peut-être pour me présenter, donc je suis agriculteur en Côte d'Armor, à Corlay. On fait de l'œuf et de la viande bovine. Peut-être aussi quel est mon corpus idéologique, si bien de se définir, ou mes passions, plutôt mes passions.
Depuis que l'âge de 18-20 ans, j'ai deux passions. C'est pas très sexy. L'agronomie, plutôt l'agroécologie, mais à l'époque on n'appelait pas ça l'agroécologie. J'étais avec André, pas très loin d'ici, au Nivette. Et aussi l'économie. Alors dans les économistes, il y a plutôt les libéraux, il y a plutôt les keynésiens. Hein. Bon, moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, même si les politiques de Keynes, depuis la globalisation, la mondialisation, ont du mal à trouver leur pertinence. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai bu beaucoup de petit lait avec ce qu'a expliqué Bruno Parmentier tout à l'heure. Alors des fois assez critique, mais là, je buvais, comme tu dis, du petit lait parce que je partageais à 100% la façon dont il a parlé de l'agroécologie, avec beaucoup d'humour, en racontant un peu une histoire. Et cet été, il y a eu une nouvelle extraordinaire qui est passée un peu inaperçue, parce que la presse a pris un prisme un peu spécial. C'est le rapport du GIEC, le GIEC, un cercle de 1200 spécialistes internationaux dont personne ne conteste, et c'est la première fois qu'ils faisaient un rapport sur les sols. Ils ont dit aussi qu'on mangeait un peu trop de viande, peut-être, c'est surtout ça qui a été mis en avant, mais ils ont dit surtout que si l'agroécologie était appliquée à l'échelle mondiale, on arriverait à capter l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, en faisant, en gros, ce qu'a dit tout à l'heure Bruno Parmentier. Et ça, c'est quand même une formidable nouvelle. Et tout à l'heure, quand on parlait des politiques, moi, je crois beaucoup à la politique publique, vraiment beaucoup. Je suis un interventionniste, comme on dit. Je pense que quand on regarde le tableau qui a été présenté par Jean-Luc, qui est extrêmement intéressant là, sur les responsabilités de tout ce qui est gaz à effet de serre, tout ce qui est biodiversité, je pense même, puisqu'on nous dit tous les jours que la survie de l'humanité en dépend. Donc je pense même que toutes les politiques publiques devraient concourir à cet objectif. Certains parlent de guerre pour la lutte contre le réchauffement climatique, la biodiversité. Donc, et comme l'agriculture peut être une solution probablement la plus efficace et la plus rapide, parce que quand on parle du transport, on ne sait pas trop s'il faut des véhicules électriques, à l'hydrogène, on ne sait pas. Il y a un problème de connaissance, de savoir quelle orientation prendre. Quand on parle de l'habitat, on sait ce qu'il faut faire. Il faut isoler, il faut du photovoltaïque, mais ça coûte des centaines de milliards d'euros. En revanche, en agriculture, sur la production agricole, je ne dis pas après sur la transformation, mais sur la production agricole, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Encore faut-il des politiques publiques qui l'y encouragent. Retenez quand même un chiffre au niveau de la PAC, au niveau de l'Europe, c'est 60 milliards d'euros. Et il y a eu un accord, les accords de Luxembourg, qui datent de 11 juin 2013, qui ont inventé une idée complètement stupide qui s'appelle le découplage des aides. Pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, ça veut dire que des agriculteurs, pour des raisons d'OMC, c'est un peu juridique tout ça, mais ça a été une invention complètement stupide. En gros, il y a à peu près 40 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne qui sont des aides à l'hectare. Et en gros, quoi que vous fassiez, vous touchez des aides. Or, s'il faut adopter des systèmes plus vertueux, moi je plaide, et c'est là qu'on trouve le retour du politique, pour des aides qui sont contractuelles. Il y a une discussion budgétaire qui se prépare, qui est prévue à la baisse, donc c'est incompréhensible. Moi, je pense qu'au contraire, il faudrait augmenter le budget, mais aussi demander aux agriculteurs d'être beaucoup plus agroécologues, parce qu'on peut, et c'est ça la magie de la nature, vraiment la magie, et Bruno l'a très bien expliqué, on peut produire beaucoup grâce à la connaissance de la biologie, avec beaucoup moins d'intrants. Quand on couvre le sol permanent, quand on ne laboure plus. Je vais prendre deux exemples concrets, parce qu'il y a des gens ici qui sont des spécialistes aussi du non-labour. Moi, je démarre, parce que c'est des techniques qui sont compliquées. Alain Keller, quand c'est quelque chose, il était agriculteur, il est conseiller régional, et on arrive à parler de ces sujets-là. J'ai commencé depuis l'année dernière à ce qu'on appelle les techniques de conservation de sol, et j'ai mis un maïs cette année. Alors, ce n'est pas mon semoir à moi, parce que le semoir coûte 100 000 euros, donc c'est l'entrepreneur qui l'a mis. Mais il a mis le maïs, donc 5 litres de gasoil à l'hectare. Alors que les autres hectares, que j'ai mis de façon classique, c'est à peu près 50 litres. Donc vous voyez déjà un peu, à l'échelle planétaire, si on se met tous à adopter ce genre de techniques qui ne sont pas simples, autrement tout le monde le ferait. Mais le labour, c'est plus facile avec l'agrochimie qui va avec. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, très concret, il faut savoir qu'à l'échelle planétaire, parce qu'on est vraiment obligé de parler un peu planétaire, le cycle de l'azote, c'est celui qui est le moins bouclé. Avant 1950, il n'y avait pas d'azote, il n'y avait pas d'ammonitrate. Donc les gens faisaient de l'agroécologie, mais il y avait que 2 milliards d'habitants aussi. Ils faisaient des rotations, des prairies partout, l'élevage partout, et ils utilisaient les facteurs naturels. C'est-à-dire que maintenant, si vous, par exemple, quand vous fertilisez avec des engrais chimiques, un blé, un maïs, vous consommez plutôt en gaz à effet de serre 500 kg par hectare. Un agrobio, par exemple, qui n'a pas le choix, lui, toute chose étant égale par ailleurs, puisqu'il ne met pas d'azote, c'est 500 kg de moins. Tout à l'heure, Bruno a dit comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'associerait pas, par exemple, des pois ou des févroles? On va probablement peut-être produire un petit peu moins. Mais
vous voyez un peu le volant, le Tout à volant fait. qu'on a pour justement. Parce que si on ne laboure plus les sols aussi, il y a 40% des sols en France, retenez le chiffre là, qui ont moins de 1% de matière organique. Ce sont des sols qui sont morts, qui produisent plus. Si on se met à plus labourer, si on se met à mettre des couverts permanents, on va restocker du stock, on va restocker du carbone qui ont trop d'atmosphère pour le remettre dans le sol. Et plus le sol est riche en matière organique, plus il est productif. Donc, il faut bien vous dire que l'agroécologie, ce n'est pas un truc d'ancien, c'est un truc très moderne et qui peut permettre, avec des facteurs naturels, que sont les légumineuses, le non-labour, l'agroforesterie, on est capable de produire beaucoup avec peu d'intrants. Et là, il y a un enjeu formidable. Donc, il va falloir. Et là, André, on a demandé, nous, la région Bretagne, parce qu'on est la première région agricole d'Europe. Et André, je le remercie, nous a soutenus, parce que mon président s'est dit comme ça, c'est plus possible. On a 500 millions de packs par an à peu près. Premier pilier, l'État gère. Deuxième, c'est nous qui gérons. Et on pense qu'on peut mieux gérer que l'État, peut-être des fois en plafonnant les aides, en contractualisant davantage pour ceux qui ont des systèmes agroécologiques. On a vu, par exemple, tout à fait concret, je suis un peu technique, mais c'est important de rentrer là-dedans aussi. On a vu en Allemagne, Vous avez un public de toute façon qui sait de quoi vous parlez. on a envoyé avec nous des journalistes, des responsables de la filière, et on a vu des cochons qui étaient nourris avec des luzernes et du trèfle. La luzerne et le trèfle, ça produit 3 fois plus de protéines qu'un soja dans le Mato Grosso, et ça coûte 0 intrant. Il suffit de mettre un petit peu de lisier. Et en plus, le sol n'a pas de pesticides, parce qu'une luzerne, ça pousse sans pesticides. Donc, voyez-vous, et si on met des luzernes ou des trèfles dans des rotations, on va avoir un beau maïs derrière, un beau blé avec beaucoup moins d'intrants. Donc, on doit avoir une approche systémique On a du bien développement compris. agricole. Alain Olivier, vous vendez et vantez très bien les bienfaits de cette politique, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, lorsqu'on va sur votre site internet, en allusion à ce que je citais, favoriser la qualité dans l'agriculture et l'agroalimentaire, je résume, aider exploitants et structures professionnelles à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement et pour ce faire, 3 types d'accompagnement, la logique contractuelle des mesures agro-environnementales et climatiques, ok, la conversion en agriculture biologique et l'aide à l'acquisition, vous l'évoquiez, d'équipements spécifiques. Avec un peu de recul, ça prend. Est-ce que ça prend? Est-ce que c'est couronné de succès? Parce qu'il y a de la volonté chez vous, on le voit bien, chez l'homme comme chez la région. Mais est-ce que ça prend sur le terrain? Alors, ça prend énormément. On a eu des fonctionnaires européens qui sont venus au mois de juin, qui ont été un peu scotchés, parce qu'on est la seule région à avoir mis autant de moyens sur l'agroécologie. On a aujourd'hui 5000 exploitations sur 30 000 qui sont engagées dans des MAEC. Système MAEC, c'est mesures agri-environnementales et climatiques. En gros, moins de maïs, moins de soja, moins de pesticides, plus de luzerne. Donc, c'est pas rien. Et on a mis 220 millions d'euros, donc une partie de vos impôts. Parce que la région aussi a mis des moyens. C'est atypique par rapport aux autres régions, parce qu'on y croit. Et qu'est-ce qu'on regarde? Quand on regarde le revenu, parce qu'est-ce qu'ils gagnent plus, est-ce qu'ils gagnent moins? Ils gagnent plutôt un petit peu plus. Mais au départ, il y a des investissements. Il faut investir dans des faneuses, dans du matériel spécifique. Il faut faire de la pédagogie aussi, comme je Il faut demandais faire à la André. pédagogie parce que c'est pas simple. Ouais. C'est une agriculture sous cahier des charges. Bon, c'est pas simple. Bon, voilà, il y a un peu moins de liberté, mais il y a aussi, voilà, ça fait sens. Les agriculteurs ont besoin. On a fait Innovation dans les chambres. C'est une opération qui est très forte. Qu'est-ce que nous demandent les agriculteurs? C'est d'utiliser moins de pesticides. Moins, parce qu'ils veulent qu'on trouve des techniques, des technologies pour avoir moins de chimie, parce que ça coûte cher en plus. Et on sait que, bon, et là, le défi, il est vraiment là. Et je pense qu'il est à portée de main, encore plus en Bretagne, grâce à notre polyculture élevage, comme le disait mon collègue André tout à l'heure. Merci Alain Olivier. Je demanderai à Bruno Parmentier, en grand sachant, et la boucle sera bouclée avec sa brillante ouverture, eh bien de nous resserrer effectivement. Ah bah si Bruno, je vais vous solliciter. Hein. Vous croyez être là en pilotage automatique? Eh bien non. Donc je vous demanderai à la fin de cette séquence, eh bien votre sentiment sur ce que vous aurez entendu à travers Loïc Hénat, votre voisin, et cette nouvelle stratégie, à travers André qui croit effectivement à un binôme fort qu'il faut plus que jamais constituer, Jean-Luc qui a interpellé, comme vous l'avez entendu, et puis finalement ce qui a scotché Bruxelles, c'est bien ça, hein, Monsieur Olivier, donc lorsqu'ils sont venus vous voir. Mais nous sommes dans le timing, et donc nous avons le temps pour 2 ou 3 questions émanant de la salle. Une question ici, on va vous tendre le micro. Et bien sûr, je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir, Jo Dréau, Société Kéris. Donc, je suis à la jonction du silicium et du carbone, comme disait Bruno Parmentier. Donc, société de création de logiciels pour les filières agricoles. Donc, je vois le problème un peu de l'extérieur. Mes clients vont, je dirais, de l'agriculteur quasiment jusqu'à la distribution. Je vais jeter un pavé dans la mare pour vous Ça va nourrir le débat. Oui,
Vous parlez, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit, l'agroécologie, le changement de modèle, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité, ce qui est important pour pérenniser ces modèles-là et ce changement de modèle, c'est quand même la génération de valeur. Et on ne fera vivre toute la filière que si on génère de la valeur par ces changements de modèle. Or, actuellement, ce qui est peut-être en train de générer un peu de faire bouger les lignes en termes de valeur, c'est une crise sanitaire, au moins pour une filière. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion et comme perspective à moyen terme? Qui veut allez-y. Alain Franchement, Olivier. c'est un bon exemple. Je vous disais tout à l'heure que j'étais un régulationniste ou un interventionniste. Malheureusement, on a des bons prix en agriculture que quand il y a une crise sanitaire ailleurs, climatique en Nouvelle-Zélande parce qu'ils produisent plus de lait. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est frustrant pour le monde de l'élevage qui, globalement, il y a un film qui parle assez bien quand même. Les éleveurs souffrent beaucoup parce qu'on a les mêmes prix qu'il y a 30 ans. Et les états généraux sont là, mais le gouvernement, pour le coup, a fait le job. En levant deux critères, il y a de la valeur ajoutée de créer. Les distributeurs sont obligés de vendre plus cher leurs produits, mais ils ont gardé le paquet pour eux. Il ne vient pas dans les cours de ferme. Mais on savait que ça pouvait finir comme ça, parce qu'on n'est peut-être pas assez organisé, mais le vrai levier, c'est la régulation. Parce que on vend les. C'est terrible parce que ne pouvoir prétendre avoir de bons prix que parce qu'il y a une crise ailleurs, c'est juste inadmissible, presque un peu. Alors, on est bien content quand ils montent, mais c'est au détriment Je crois des que c'est une autres. victoire à la Cyrus, effectivement, lorsque c'est sur de mauvaises bases et que c'est pas du tout ça dans le raisonnement. Juste par rapport à ce mais qu'a dit, allez-y, André. le problème de ce qu'a dit Olivier avec la régulation, c'est qu'en Europe, pour l'instant, eh ben, c'est pas tout à fait le message quand même, quoi, de cette logique-là, pour l'instant. Et donc nous, on a quand même aussi notre problème, nous les producteurs, c'est notre organisation interne, quoi. Et là-dessus, ça me désole un peu, mais bon, on n'est pas que bien organisé aussi pour bien vendre. Non, mais on a bien senti qu'il y avait work in progress dans un mauvais français et franglais, qu'il y avait forcément encore du cheminement, de la culturation et de la pédagogie. C'est des termes que j'ai souvent employés ici. Mais s'il y a une volonté qui commence à émerger, peut-être que vous allez pouvoir quand même progresser, André Sergent. Non, mais par Tous contre, ensemble, je veux dire. Hein. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. On peut pas, en fait, par rapport à ce que disait Jo là, c'est que c'est pas possible de rentrer dans cette logique de transition alors Du jour au lendemain. Ouais, d'une part, et puis alors que tu es à l'agonie, ça c'est tout simplement pas possible. Jean-Luc. Non, génération de valeur, par association d'idées, je suis obligé de parler un petit peu d'innovation, de recherche et d'innovation, c'est mon quotidien. Je pense que dans notre écosystème, là où on a une chance extraordinaire, c'est le fait d'avoir sur notre territoire, allez, peu importe la limite géographique, mais sur notre territoire, dans l'Ouest, des bonnes écoles, des beaux centres de recherche, des super centres techniques qui vont accélérer le processus d'intégration dans les entreprises. Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a une course de vitesse qui s'opère. Il y a quand même une prime au premier. Donc, si on veut générer de la valeur, c'est celui qui sera le premier qui arrivera à créer de la valeur. Il va vite être rattrapé, hein, de toute façon. Mais donc, du coup, créer de la valeur, c'est encourager derrière à accompagner les mouvements de recherche et d'innovation. En Bretagne, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a une région qui nous suit à fond, les territoires aussi nous suivent à fond. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la course au premier pour générer de la valeur, le fait d'avoir des bonnes écoles, des bons centres de recherche et des bons centres de transfert de techno. Il fallait le rappeler. Une autre question, mesdames et messieurs. Ici, là-bas, au fond. Parfait. Alors, comme vous voulez, hein, parce qu'on peut faire 2, 3. Alors, 2 et 3, on ne vous oubliera pas là-bas dans le fond. D'accord. Oui, Alain Cadec, donc conseiller régional avec Olivier Alain, ancien agriculteur, ancien élève d'Angers aussi. Ouais, je suis ancien de tout. Moi, mon problème, c'est on a vécu la révolution des années 60 avec effectivement une demande sociétale, vous l'avez parfaitement dit, Monsieur Parmentier, une demande sociétale relayée par le politique vers il fallait nourrir la France. Et on a eu une transformation radicale. Mais parce qu'on était dans un système économique qui était en cohérence avec ça. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment qu'on a cette demande sociétale, on a cette exigence de la transition écologique, de la transition énergétique, et on a un système économique, et tout ce qui a été dit récemment là, le montre, et on a un système économique qui, à minima, rend cette évolution très difficile, voire, comme le pensent certains, et moi j'en suis pas loin, l'interdit totalement. Un agriculteur dans les années 60, il dégageait une capacité d'autofinancement, il pouvait évoluer. Un agriculteur aujourd'hui, et André Sergent l'a dit, c'est son rôle de le dire,
comment voulez-vous faire ça? Il y a deux problèmes. Pour faire cette transition énergétique, il faut avoir cette capacité d'autofinancement pour l'agriculteur et il faut mobiliser des financements, et surtout des financements à long terme. C'est la première chose. Et aujourd'hui, dans le système économique où on est, comment mobiliser des financements à long terme? Et deuxième chose, et ça vous l'avez dit aussi, cette évolution-là nécessite de la coopération. Et on est dans un monde de compétition. Et ces deux choses-là, c'est-à-dire la nécessité d'investir à long terme et de capacité d'investir à long terme, et dans une situation de coopération au lieu d'une situation de compétition, moi je ne vois pas, justement, c'est comment on arrive à articuler ça. À la région, je suis à fond pour tout ce qu'on fait, Olivier le sait. Effectivement, c'est pour ça que c'est important qu'on demande le premier pilier pour pouvoir changer de braquet et mobiliser de l'argent public. Mais aujourd'hui, moi, je vois une incohérence et je ne sais pas, en tant que politique, aujourd'hui, la résoudre. Bah écoutez, merci en tout cas. Si quelqu'un veut rebondir bien sûr à la table ronde, mais c'est un point de vue, tout ne mérite pas forcément d'ailleurs d'être contredit, mais c'est un point de vue qu'il fallait effectivement entendre et lorsqu'on clôturera. Jean-Luc peut-être. Ouais, il y a quand même enfin, il y a peut-être des pistes à défaut d'avoir des éléments de réponse. Parmi les pistes, moi je suis étonné, je vais rester calme, je suis étonné de constater l'argent qui est mis dans les startups de la food tech. Oui. Je suis étonné. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. De l'argent, il y en a partout. Et de l'argent à ne savoir qu'en faire. Voilà. On est capable de mettre des dizaines de millions d'euros sur des conneries de start-up. Non, mais je vous le dis comme ça. Je vous le dis comme ça. Voilà. Je vous le dis comme ça. Donc, l'argent, on l'a. Mais il est mal dirigé. Non, mais l'argent, on l'a. Et d'un côté, il y a une question de besoin. Alors, on peut aborder la question de la rentabilité. Je pense qu'on ne sait pas vendre notre projet. Je pense qu'on ne sait pas suffisamment vendre notre projet avec un grand P, peu importe, notre projet. Attirer les investisseurs. Quand on voit aux États-Unis comment les gens de la food tech, les Beyond Meat et compagnie, ont su attirer les capitaux risqueurs dans leurs activités, je dis qu'il nous manque des choses. Alors, il y a des aspects culturels. Le capital risqueur français n'est pas le capital risqueur américain. Juste une anecdote pour vous dire, moi, il y a 2 ans, je suis allé à San Francisco sur un congrès, justement, de la food tech. Ce congrès de la food tech, l'anecdote générale, quand on fait une soirée comme celle-ci, le premier indicateur qu'on regarde, c'est le nombre de participants. On dit, purée, c'est super, n'est-ce pas Ronan, on est super content, on a beaucoup de participants, etc. Super. Là-bas, leur critère, c'est combien il y avait de dizaines de millions d'euros présents dans la salle de capitaux risqueurs prêts à investir. C'est ça. Donc il y a, à mon avis, quelque chose à travailler. Je ne sais pas comment, mais l'argent, il y en a. Donc, Oui, allez-y Loïc. Je ne parle pas à la place d'Olivier, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi choisir l'échelle d'intervention. Voilà, le périmètre d'intervention. Où est-ce qu'on veut agir? Est-ce que nous, ici, à Poulrosic, on va agir et on aura un effet sur quelque chose qui va se produire à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe? C'est même pas la peine d'y songer. Et je pense que... alors, moi, c'est parce que j'y crois, hein, et aussi en tant que président de Produit en Bretagne, je pense que aussi quasi à portée de bras, la région Bretagne, c'est le bon périmètre. Hein, c'est le bon périmètre pour intervenir, parce qu'il y a ce qu'on a dit, la cohérence climatique, la cohérence culturelle, la cohérence il y a énormément de cohérence, et cet alignement de cohérence rend cette échelle de vie le bon niveau d'intervention. Et là, on peut faire énormément de choses. Là, après, c'est une histoire de politique publique dans laquelle je ne suis pas, mais les concurrences entre territoires d'un département à l'autre, d'une zone, d'une ville, d'un machin, etc., on ne l'empêchera pas. Mais renforçons les pouvoirs d'intervention dans la région au maximum, donnons-lui, par le biais de ce que disait Olivier, en faisant en sorte que la région puisse flécher elle-même et intervenir sur les politiques européennes. Et là, oui, on peut peser, et on va regarder
Alors là, quand je me regarde, je me désole, mais quand je regarde les autres, des fois, je me console, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même la première région, enfin, tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit en introduction, on est quand même capable d'extraordinaires choses. Et si on tape un peu sur les bons bretons, c'est parce que des fois, on s'en méfie un peu. Donc, on est capable de faire des choses extraordinaires. Jean-Luc a brossé aussi tous les avantages dont on dispose. Donc, le bon niveau d'intervention, une bonne cohésion territoriale. Et après, les intervenants dont je suis vont agir et vont trouver leur voie, y compris les agriculteurs. Merci de ce message. Pour rebondir sur effectivement autres pays, autres mœurs et autres surtout capacités d'investissement, Beyond Meat que Jean-Luc évoquait, qui a obtenu la médaille de la meilleure IPO de l'année pour Initial Public Offering ou introduction en bourse, écoutez bien aux États-Unis, son titre bondissait de 163% en mai dernier lors de son entrée en bourse au Nasdaq, vous le savez bien, le plus grand marché électronique d'actions au monde. Depuis, la société a vu sa valeur s'envoler de plus de 500%, du jamais vu depuis la bulle Internet. Alors, elle pèse près de 10 milliards et pourtant, cette année encore, elle n'est toujours pas rentable. Son chiffre d'affaires était de seulement 87,9 millions de dollars. Il est bon de rappeler aussi effectivement ce phénomène quelquefois un peu comme ça, où la grenouille se prend pour le lion, si je me rappelle bien la fable de La Fontaine, et on verra dans 5 ans ce qu'il restera. Non, je me suis trompé, c'est ça ? Le bœuf. Le bœuf, mais corrigez-moi, il n'y a pas de problème, je ne suis pas susceptible. On avait une troisième question, là-bas, monsieur, je ne vous ai pas oublié. Et on verra si on parlera toujours de cette start-up dans 5 ans. Et on va clôturer avec vous, monsieur, avant que Bruno nous donne son sentiment, après macro, hop, micro, ce qu'il aura entendu ici sur le territoire. Je vous laisse vous présenter, monsieur. Oui, donc Patrick Baudiot, ex, puisque je suis retraité de la promotion 2018, ex-administrateur de Technopole et ex-ambassadeur Yalis. Vous m'avez fait peur, j'ai vu que vous étiez 3 fois divorcé. Non, exceptionnellement non. Par contre, j'ai bien entendu effectivement la notion d'être uni, j'ai bien entendu la notion de territoire, la notion de financement, la notion de niveau régional. Par contre, ce qui m'a un peu étonné ces derniers temps, c'est au niveau nano donc du Finistère et de la Cornouaille, ne pas avoir vu un seul projet de la région, au moins du territoire finistérien, retenu dans les 24 territoires d'innovation annoncés par le Premier ministre au mois de septembre, sachant qu'il y en avait 8 qui concernaient la transition agroalimentaire et l'éco-agri. Il y en avait un, effectivement, si j'ai bien vu, au niveau de la région de Rennes, sur Terre de Source. Bon, alors. Réaction, messieurs, ça vous laisse quoi ? On se disait en aparté, on a quand même. Alors moi, j'ai regardé ça, juste pour votre information. Sur les 24 projets qui ont été retenus, il y en a quand même, et c'est très significatif, 8 dans le domaine agri-agro en France. Et ce que j'ai remarqué, et ça rejoint notre discussion, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils tournent autour des questions agroécologiques. Ça, c'est voilà, et des questions sur des circuits courts, bio, etc. Donc il y a un mouvement, enfin il y a un accompagnement public national cette fois-ci sur ces sujets-là. Donc 8 sur 24 quand même. Ça veut dire que c'est quand même un sujet qui a été pris. Il y avait des bons dossiers par rapport à ça. Là-dessus, après, sur l'ouest de la France, donc, on en a quand même en Bretagne 4, ce qui est un très très bon score. Et on a même attribué le lead Ouest RL, dont l'objet est de réconcilier bien-être animal et société. Enfin, élevage et société, plus exactement. C'est un projet qui couvre, qui a été attribué au Pays de la Loire, mais c'est un projet qui couvre les 3 régions, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Et la zone d'expérimentation pour la Bretagne se trouve du côté de Rostrenin, etc. Mais il faut bien vous dire que si ce projet-là, la zone d'expérimentation est là, elle va être au bénéfice de l'ensemble de l'élevage de l'ouest de la France, breton et de l'ouest de la France. Donc, et je pense aussi, pour connaître assez bien ce projet, il n'est pas, enfin, le projet n'interdit pas des expérimentations sur d'autres territoires ou des investissements sur d'autres territoires. Donc,
je pense plutôt, c'est plutôt une très bonne nouvelle. D'accord. Alors, Bruno, il est temps de déjà conclure la séquence de la table ronde. Vous qui faites le show dans différentes régions de France, vous êtes même sollicité par les Canadiens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je crois. Dont d'autres régions du monde vous sollicitent, qui êtes prolixe en littérature, donc en essai. Lorsque vous allez retourner sur vos terres angevines, qu'est-ce que vous allez dire de ce que vous aurez entendu, des initiatives prises par votre voisin, de la façon dont les acteurs sont mus par la volonté de travailler ensemble, d'aller dans le même sens, que les virages ne se freinent pas comme ça, au détour de 2019, qu'il a fallu 30 ans, 3 décennies, c'est redondant ce que je dis, mais ça impacte les esprits sans doute, avant de voir une production se réorienter vers la montée de gamme. Qu'est-ce que vous allez dire autour de vous de ce que vous aurez entendu ici, en Bretagne, ici, en Finistère? Alors, d'abord... vous avez un micro si besoin. Je pense que ça va. Ah oui, toujours, on vous entend. D'abord, il y a 15 ans, on n'aurait pas pu tenir cette réunion. Ah. Ces messieurs aucun d'entre eux n'aurait été d'accord entre eux. Ça me bluffe de voir que quelque part, vous êtes tous d'accord. Or, le changement, ça commence dans les têtes. Et on a l'impression que le changement est lent, parce qu'au début, on ne voit rien. C'est d'abord les convictions. Or là, il y a une espèce d'unanimité entre nous. La planète se réchauffe. Il ne faut pas rigoler avec ça. La biodiversité s'effondre. Il ne faut pas rigoler avec ça. Et les ressources de la planète sont limitées. Et donc, il va bien falloir changer. Mais, vous savez, moi, je donne énormément, j'en suis à 800 interventions, donc partout. Et souvent, je me dis, quand est-ce qu'on change? Parce que, par exemple, pendant des années, les céréaliers, franchement, ça allait plutôt bien. Et quand on allait dans le bassin parisien, quelque part, ils n'avaient ni peur ni mal. Pourquoi changer? Encore un instant, monsieur le bourron, tout va bien. Et puis quand on allait chez les éleveurs, ils n'avaient pas un radis. Ils disaient, on sent bien qu'il faut changer, mais on n'a pas de sous. Alors moi je dis, quand on va bien, on ne change pas. Quand on n'a pas de sous, on ne change pas. Au fait, quand est-ce qu'on change? Attendez, la planète, elle se contrefout des revenus des agriculteurs. La planète, elle se réchauffe, ses ressources s'épuisent, la biodiversité s'effondre. Donc à la fin, elle aura le dernier mot. Et donc, je suis très intéressé de voir que 5 interlocuteurs de 5 milieux différents, quelque part, il y a ce magnifique consensus. Donc, tout le monde sait maintenant qu'il faut changer. Donc, il va falloir le faire. Alors maintenant, j'ai travaillé beaucoup dans le changement. Il se trouve qu'une bonne partie de mon activité professionnelle, avant d'arriver dans l'agriculture, c'était sauveur d'entreprises en difficulté. Donc, chacun son truc, voilà. Dans un milieu complètement différent, la presse et l'édition. Ils étaient aussi en pleine mutation. Grosso modo, on produit de plus en plus de textes et il y a de moins en moins de temps pour lire. Donc, quelque part, il y a de plus en plus de livres, il y a de moins en moins de gens qui livrent, il y a une énorme crise dans l'édition, mais c'est aussi dans la presse. Et j'allais d'entreprise en entreprise en essayant de sauver, d'empêcher le dépôt de bilan. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que face à une mutation comme ça, il y a des entreprises qui se cassent la gueule, et il y en a qui montent, et il y en a qui rachètent toutes les autres et qui grossissent. Ben, le putain de facteur humain. Voilà, finalement. C'est-à-dire, c'est, la capacité de travailler ensemble. Ensemble dans sa boîte, mais ensemble plus largement. Écosystème. Or, c'est ce que vous avez le mieux développé en Bretagne. Vous êtes bluffé, vous bluffez toutes les autres régions. Vous allez le dire, vous allez pouvoir être ambassadeur. Cette idée, qui agace les autres, mais quand même, à la fin, tous bretons. Bon, mais ça, c'est fondamental. Loïc l'a dit, si on se fait taper dessus, c'est deuxièmement, quelquefois... c'est la capacité d'avoir un coup d'avance. Donc les signaux faibles. Et de se dire, ça va changer, je sens bien, et donc j'essaye. Donc c'est compliqué de changer. On se plante. Ça peut coûter cher. Mais tiens, par exemple, l'agroécologie, c'est pas vrai que ça coûte cher. Ça coûte très cher en prise de tête. Ça, oui. Mais ça coûte pas cher en tracteur. Allons-y. Si on laboure plus, on n'a pas besoin d'un gros tracteur. Un petit motoculteur pour tirer la charrette, ça suffit. Mais ça coûte la peau des fesses, les tracteurs.
Puis ça coûte pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher en pétrole, ça coûte beaucoup moins cher en glyphosate, en trucs, en machin, etc. Ça coûte très cher en hésitation et en énergie humaine. Alors maintenant, pour conclure, je suis ingénieur des mines. Alors je peux vous dire, je suis loin de mes bases maintenant, mais je peux vous dire, c'est vrai, tous les gisements sont en train de se casser les figures. Attendez, mais pas tous, sauf 2. Il y a 2 gisements qu'on a à peine commencé à exploiter. Le génie de l'homme et le génie de la femme. Ben, quand est-ce qu'on commence? Et vous êtes les meilleurs pour faire ça. Ben, continuez à être les meilleurs, c'est tout ce que je vous souhaite. Applaudissements pour Bruno Parmentier, Loïc Hénaff, Olivier Alain, André Sergent, Jean-Luc Perrault. Messieurs, merci, bravo. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre participation nombreuse. Vous n'êtes pas des millionnaires, hein, on l'a bien compris à travers l'anecdote de Jean-Luc. Bon, ben voilà, effectivement, il n'y a pas d'énormes capitaux risqueurs. Vous allez pouvoir continuer à enrichir, bien sûr, ces échanges et les débats, pourquoi pas, lors du cocktail. Fabien, Fabienne, qui se tient au rez-de-chaussée. Bonne continuation dans votre soirée. Merci à vous tous.